Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. C'est une visite qualifiée d'historique. Pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, un haut responsable syrien se rend à Beyrouth. Le nouveau chef de la diplomatie syrienne, Asad Ashibani, a affirmé vouloir ouvrir une nouvelle page avec le Liban, promettant le respect de sa souveraineté et la fin de toute ingérence. À l'issue de cette visite, la suspension du Conseil supérieur libano-syrien, créé en 1991, a été confirmée. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asad Ashibani, foule le sol libanais pour une visite officielle, la première d'un haut responsable de Damas depuis la chute du régime Assad. Un tournant diplomatique majeur entre deux pays, longtemps liés par une histoire aussi étroite que douloureuse. À l'issue de sa rencontre avec son homologue libanais Youssef Rajji, le chef de la diplomatie syrienne a affiché un ton conciliant. Cette visite traduit la nouvelle orientation de la Syrie envers le Liban. Nous respectons sa souveraineté et le principe de non-ingérence, a affirmé Ashibani. Sous le clan Assad, la Syrie avait exercé une tutelle pesante sur le Liban pendant des décennies et fut accusée de plusieurs assassinats politiques. Aujourd'hui, Damas assure vouloir tourner la page du passé et établir une relation d'égal à égal. Au cœur des discussions, le sort de plus de 2000 prisonniers syriens détenus au Liban. Beyrouth se dit prêt à en libérer environ 700, mais seulement après la conclusion d'un nouvel accord judiciaire entre les deux pays. Autre sujet sensible, la démarcation des frontières et la lutte contre la contrebande d'armes. Depuis la chute du régime Assad, les routes d'approvisionnement du Hezbollah ont été coupées, forçant Damas à renforcer sa surveillance des zones frontalières. Le Premier ministre Nawaf Salam a déjà ouvert la voie en avril dernier, lors d'une rencontre à Damas avec le nouveau président syrien Ahmed el-Shara, qui avait promis de ne plus exercer d'influence négative sur le Liban. Le dossier des 1,3 million de réfugiés syriens installés au Liban reste un enjeu majeur. Selon l'ONU, près de 300 000 d'entre eux ont déjà regagné leur pays depuis la chute des Assad, mais le retour reste lent et complexe. Une visite placée sous le signe du rapprochement, mais aussi des défis. L'École supérieure des affaires, l'ESA de Beyrouth, a accueilli le sommet École du futur, un rendez-vous consacré à l'innovation éducative et aux défis de la transformation numérique dans l'enseignement. Chercheurs, responsables académiques et experts internationaux se sont réunis pour repenser le rôle de l'école à l'ère de l'intelligence artificielle et des mutations du marché du travail, plaçant l'éducation au cœur du développement durable du Liban. À Beyrouth, l'innovation éducative est à l'honneur. Ce vendredi 10 octobre, l'ambassade de France au Liban et l'ESA Business School ont donné le coup d'envoi du sommet École du futur, un rendez-vous inédit qui réunit les acteurs de l'écosystème éducatif libanais. Ministres, ambassadeurs, enseignants, start-up, chercheurs et élèves, tous se sont retrouvés dans les locaux de l'ESA pour explorer un objectif commun, penser aujourd'hui l'école de demain. C'est une occasion de réunir notre communauté éducative pour repenser ensemble la signification de l'école au Liban d'aujourd'hui. C'est aussi une invitation à aller au-delà des bâtiments et des programmes pour voir nos écoles comme des laboratoires vivants du changement. L'événement marque l'aboutissement d'un projet lancé en 2020, En route vers l'école du futur, une initiative franco-libanaise qui accompagne 20 écoles pilotes dans leur transition vers un enseignement plus innovant, plus inclusif et mieux connecté aux réalités de demain. Et en même temps, beaucoup d'écoles de très haut niveau qui permettent de faire avancer la recherche sur l'éducation. Comment aujourd'hui apporter une éducation meilleure aux élèves et une éducation qui les porte vers le futur. Et je crois que pour nous, en tout cas, dans nos priorités, réconcilier ces nouvelles technologies et notre éducation et notre système éducatif, c'est un enjeu majeur pour rester, il faut le dire, aussi compétitif pour l'avenir et pour montrer qu'on peut le faire au Liban. Au programme, des conférences, des tables rondes, des présentations de projets d'école et un salon EdInnov dédié aux startups libanaises du secteur EdTech. Le tout sous un thème ambitieux,
Neurosciences et intelligence artificielle au service de la réussite et du bien-être des élèves. En tant qu'enseignement supérieur dédié à la formation d'excellence, à la formation des cadres et dirigeants, nous sommes toujours au contact des talents du Liban et convaincus, absolument convaincus que l'atout clé de ce pays, c'est l'éducation. Et donc pour nous, soutenir l'éducation, c'est soutenir le Liban, soutenir son avenir. Et nous répondons présents à chaque fois qu'il y a un projet permettant d'accompagner les écoles libanaises. Une journée riche en échanges et en perspectives, où l'école libanaise se réinvente avec pour ambition d'être au cœur de l'innovation et non à sa marge. Le gouvernement israélien a approuvé l'accord de cessez-le-feu à Gaza, fruit de 4 jours d'intenses négociations en Égypte. Sous la pression du président américain Donald Trump, cet accord marque la première phase du plan de paix en 20 points pour Gaza, 2 ans après le début d'une guerre meurtrière. Les otages israéliens devraient être libérés dans les 72 heures, tandis que des militaires américains seront déployés pour superviser sa mise en œuvre. Après des heures de débat, le gouvernement israélien a donné son feu vert. La première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza est approuvée, mettant fin à 2 ans d'un conflit sanglant qui a fait plus de 60 000 morts côté palestinien selon le Hamas et 1200 victimes israéliennes lors de l'attaque du 7 octobre 2023. L'accord a été signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Égypte sous l'égide de Donald Trump. Un plan de paix en 20 points qui prévoit le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages israéliens et le début d'un retrait partiel des troupes israéliennes. Gideon Sa'ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a déclaré « La libération des captifs devrait mettre fin à la guerre. C'est un moment historique pour Israël et pour la région. » À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, la nouvelle a été accueillie par des cris de joie et des danses improvisées. « Nous sommes heureux aujourd'hui malgré nos blessures », témoigne un habitant. Mais sur place, les destructions sont massives et la population reste exsangue après 2 ans de guerre et de blocus. En Israël aussi, sur la place des otages à Tel Aviv, des centaines de familles se sont rassemblées pour célébrer la libération annoncée de leurs proches. « Nous attendons ce jour depuis 734 jours », confie une femme les larmes aux yeux. L'accord prévoit également le déploiement de 200 militaires américains chargés de superviser et d'observer la mise en œuvre du cessez-le-feu, un geste présenté par Washington comme une garantie de stabilité. Pour la première fois depuis 2 ans, le silence des armes semble possible dans la bande de Gaza. C'est une déclaration hautement symbolique. Dans un entretien exceptionnel accordé à une télévision israélienne, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé souhaiter la paix, la sécurité et la stabilité avec Israël. Une prise de parole qui intervient au lendemain de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, conclu sous l'égide du président américain Donald Trump. C'est depuis Ramallah que Mahmoud Abbas a tendu la main à Israël. Dans un entretien accordé à la chaîne israélienne Channel 12, le président de l'autorité palestinienne a salué un moment historique après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza. Il a affirmé « Nous espérons que la paix, la sécurité et la stabilité régneront entre nous et Israël. » Il a dit espérer la fin définitive du bain de sang dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Pour lui, cet accord signé en Égypte pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre entre Palestiniens et Israéliens. Interrogé sur les réformes exigées par Washington et Tel Aviv, Mahmoud Abbas a confirmé qu'elles sont en cours de mise en œuvre. Elles concernent notamment le système d'allocation versé aux familles de prisonniers palestiniens accusés par Israël d'encourager le terrorisme, mais aussi la révision des manuels scolaires palestiniens, souvent critiqués pour des contenus jugés hostiles. Dans le plan de paix en 20 points du président américain Donald Trump, la gouvernance de Gaza doit revenir à un comité palestinien technocratique sous la supervision d'un organe international dirigé par Trump lui-même. Cette organisation supervisera la reconstruction du territoire et le retour progressif de l'autorité palestinienne à condition qu'elle applique un programme de réforme crédible et transparent. Le président palestinien a salué les efforts américains et internationaux tout en réaffirmant son objectif, la création d'un État palestinien souverain vivant en paix aux côtés d'Israël.
Une perspective encore lointaine, mais que Mahmoud Abbas espère raviver grâce à ce nouveau climat diplomatique. Contrairement au désir de Donald Trump, le prix Nobel de la paix 2025 a été attribué à María Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, pour son combat en faveur d'une transition pacifique de la dictature vers la démocratie. Le prix Nobel de la paix 2025 revient à María Corina Machado, figure de l'opposition au régime vénézuélien. Le comité Nobel a salué son courage civique exceptionnel et son engagement pour une transition démocratique juste et pacifique. María Corina Machado est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces dernières années, a affirmé le président du comité. Depuis plus de 20 ans, elle incarne la résistance face au régime autoritaire instauré par Hugo Chavez puis Nicolás Maduro. En 2023, elle a remporté les primaires de l'opposition avec plus de 90% des voix, rassemblant près de 3 millions de votants dans un pays en ruine économique. Traquée, menacée, empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, elle a choisi de rester dans son pays. Une décision qui lui vaut aujourd'hui la reconnaissance internationale. Ses sympathisants ont déclaré « Elle nous a redonné l'espoir que le changement est possible sans violence ». Sous le régime Maduro, le Venezuela s'est enfoncé dans une crise humanitaire majeure. Inflation galopante, pénurie, exil de plus de 7 millions de Vénézuéliens. Dans ce chaos, la voix de María a su fédérer une opposition longtemps fragmentée. Le comité Nobel souligne qu'elle représente la persévérance d'un peuple qui aspire à la liberté. À 57 ans, elle entre au panthéon des lauréats du Nobel de la paix, aux côtés de figures comme Nelson Mandela et Malala Yousafzai. Un message fort, la paix passe aussi par le courage de celles et ceux qui refusent de se taire. Et en note finale, voici le cinéma qui devient un outil de réflexion citoyenne. L'Institut français du Liban s'associe au ministère libanais de la Justice pour lancer un cycle de projection et de débat autour des grandes questions de justice. Une initiative qui met en lumière le dialogue entre culture et institutions à travers le regard du 7e art. Reportage. À l'Institut français du Liban, la justice s'invite sur grand écran. Le temps d'un cycle inédit baptisé Justice et cinéma, magistrats, universitaires et citoyens sont invités à réfléchir ensemble sur la place du droit et de l'éthique dans nos sociétés. Ce cycle de cinéma-débat, c'est 4 projections, 3 films français et 1 film libanais qui sont projetés du lundi 29 septembre au lundi 20 octobre. Chaque lundi, un film, 3 films français d'époque, suivi d'un film libanais, 12 Angry Lebanese Men, un documentaire de Zeyna Dakash, qui sont projetés alternativement à Métropolis ainsi qu'ici au Cinéma Montaigne de l'Institut français du Liban et qui sont suivis chacun d'un échange d'1 heure, un débat avec des panélistes. On espère voir un maximum de personnes. Les premières projections étaient un grand succès avec une salle quasiment comble à Métropolis. Les 2 prochaines se tiendront ici à l'Institut français du Liban lundi prochain, le 13 octobre, ainsi que le 20 octobre. L'initiative est portée conjointement par le ministère libanais de la Justice et l'Institut français. Un partenariat qui vise à créer un espace de dialogue entre le monde du cinéma et celui des tribunaux, entre fiction et réalité. Le lundi 20 octobre, un film français classique, grand classique du cinéma français, Le Président, un film d'Henri Verneuil qui date de 61, qui sera suivi finalement d'un échange avec le ministre de la Justice lui-même, Alden Alsar. Et l'objectif de ces échanges, c'est vraiment de pouvoir discuter, susciter une réflexion collective, une réflexion citoyenne et des échanges avec professeurs de droit, étudiants en droit, grand public et passionnés de justice. Au-delà des films, l'objectif est de favoriser une culture du dialogue et de la responsabilité citoyenne. C'est un projet qui initialement est porté par le ministère de la Justice libanais, qui dans son effort d'ouverture au grand public et de volonté d'échanger avec les citoyens sur l'ensemble des grandes réformes qu'ils sont en train de mener, a contacté à la fois l'Institut français du Liban et le cinéma Métropolis, de façon à proposer ce projet inédit sur lequel nous avons été ravis de travailler ensemble. Justice et cinéma, un cycle pour rapprocher 2 mondes qui se croisent souvent dans les histoires, mais rarement dans la réalité. Un dialogue entre culture et institutions
pour que l'écran devienne un espace de débat et de conscience collective. Et c'est la fin de cette édition. Merci et bonsoir.